Ok, est-ce que vous verrez mon écran? Oui, monsieur. Ça marche? Donc l'objectif, donc à partir de cet instant-là, d'accord? Donc toutes les modèles ou bien toutes les modèles de Natural Language Processing, à savoir même s'il est large L- LLM, d'accord? Donc Large Language Model. Donc il se base donc sur la représentation. Donc comment on peut représenter donc un texte, d'accord? Donc nous avons déjà dire qu'un texte c'est une succession des mots jusqu'à la longueur de texte, d'accord? Donc cet ensemble des mots, donc on peut dire juste à partir de maintenant, donc un texte donc appartient à un espace, voilà, donc c'est un espace vectoriel par exemple de dimension D. Avec ce D-là, donc et on peut dire que c'est acceptable, d'accord? Car déjà au départ, donc nous avons déjà parlé, la représentation de chaque word donc appartient, donc oméga 1 donc appartient dans un espace de vocabulaire. Donc un espace de vocabulaire, donc on peut voir une représentation de oméga 1 par exemple par le one hot encoding, c'est la première représentation de telle sorte que c'est l'emplacement ou bien l'index de quand le oméga 1 voir l'emplacement dans l'espace de vocabulaire. D'accord? Nous avons déjà vu donc une autre représentation. Je ne parle pas de oméga 1, mais je parle de texte. Donc une autre représentation dans un espace appartient à R si je considère que l'espace de vocabulaire, c'est de la taille de vocabulaire. D'accord? Donc, soit en utilisant le terme fréquencé, soit inverse terme fréquencé, TF, TF, ADF, d'accord? De telle sorte que c'est une base de données, si vous avez par exemple l'exemple de texte 1 jusqu'à texte N, chaque texte est associé à une décision de Y1 jusqu'à YN. Donc vous pouvez faire appliquer un modèle ici de machine learning donc pour faire par exemple la classification ou bien la régression. D'accord? Donc ce modèle-là, donc on permet de voir une décision vers donc cette décision. Donc si l'input c'est un texte I, donc c'est un vecteur, d'accord? Alors je peux voir associer le modèle machine learning. Donc il va donner donc une sortie Y chapeau de I. Ça marche. Donc cette représentation, donc c'est permet de donner donc une qui permet de donner une application de modèle de machine learning. D'accord? Nous avons déjà parlé de donc ici c'est soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça, soit vous utilisez maintenant. Donc puisqu'on si on se basant sur son l'embedding des mots. Donc l'embedding de mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après l'application de Word
Par exemple, tu vect, ou bien glove, ou bien toutes les modèles. Donc la sortie, donc si vous avez euh, dans le vocabulaire la taille si vous avez donc, si je prends quel que soit, oméga appartient à l'espace de vocabulaire. Donc cet oméga-là, maintenant, donc appartient à RT. Ça veut dire que c'est la sortie de votre word to vect, il permet de donner quoi? De donner une matrice, d'accord? Donc une matrice d'Ambedin, de telle sorte que chaque ligne, elle représente un word de vocabulaire. C'est ça, oui, car après, on va passer d'appliquer les modèles. Donc un word de vocabulaire, donc chaque oméga 1 jusqu'à oméga de cardinal V, ça veut dire la dernière, ou bien le dernier mot de vocabulaire est représenté avec une matrice. Normalement de quelle taille? V ligne. Et combien de colonnes? Oui. À votre avis, combien de colonnes? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Combien de colonnes? Donc chaque word appartient à quel espace? C'est donc Donc ça veut dire des des colonnes. colons. Voilà. Donc vers la fin, maintenant, donc vous pouvez imaginer donc un LLM, d'accord? Donc automatiquement, donc le point de départ de l'LLM, donc elle travaille donc avec des vecteurs, d'accord? Ça veut dire tout le travail, elle, elle est issue de cet ensemble de vecteurs-là. D'accord? Donc, vous pouvez imaginer le nombre de tokens qu'il existe dans le monde. D'accord? Ça marche? Alors, si on veut faire la même chose ici, donc comment on peut représenter le texte? Donc, le texte, c'est quoi? C'est une succession donc c'est une succession de quoi? Des caractères. C'est pas de caractères, donc on peut voir, donc c'est des words, des mots, d'accord? Où chaque mot trouvé dans cette matrice-là. Donc ça veut dire que je peux effacer ça. Donc chaque mot, c'est un vecteur de dédimension. Chaque mot de construction, donc peut-être qu'il existe la répétition de mots, d'accord? Mais c'est une succession de vecteurs. Alors, comment on peut représenter un texte? Donc, on peut dire dès maintenant, donc on peut voir donc ce qu'on appelle texte ou bien ce qu'on appelle le contexte moyen. D'accord? Comme l'utilisation du word to vect. Donc, ça veut dire le contexte moyen. Donc, il permet de représenter le contexte qui est de texte qui est égal à quoi? Je peux associer donc oméga 1 plus jusqu'à oméga n. L'opération jusqu'à oméga t.
Donc vecteur plus vecteur, vers la fin, qu'est-ce qu'il va donner? un vecteur. Un vecteur Un de vecteur. quelle dimension? Aussi de deux dimensions. Ça veut dire que votre texte, j'ai déjà parlé de ça, appartient aussi de l'espace. Donc la question qui se pose, pourquoi on ne peut pas faire par exemple la multiplication? Donc la multiplication, ça ne marche pas, car la multiplication de deux vecteurs, elle permet de donner quoi? Un scalaire. Donc scalaire, donc ça veut dire qu'on perd la totalité. D'accord? Donc on va voir après l'application d'un réseau de neurones artificiels. D'accord? Donc il se base sur quoi le réseau de neurones artificiels? Donc si on donne un vecteur, on peut transformer par exemple, une transformation linéaire de ce vecteur-là. Donc x transposé fois le oméga. Donc il va donner, après on peut appliquer la fonction d'activation. Donc plein de transformations de l'information de départ. D'accord? Aujourd'hui, donc on va voir, donc ici, si je considère le contexte moyen, ça veut dire que je ne considère pas la dépendance entre les mots. Qu'est-ce que ça veut dire la dépendance entre les mots? Je peux vous donner un exemple. D'accord? Donc un exemple de calcul. Donc supposons que maintenant, à partir de maintenant, est-ce qu'on peut appliquer cette situation-là? Donc votre texte, c'est un vecteur en se basant sur l'embedding. D'accord? Donc un vecteur et la décision, donc c'est une classe. Donc si on travaille par exemple l'analyse de centimes. D'accord? Alors, mais la représentation de texte, est-ce qu'elle est correcte dans ce cas-là? Je vais donner un exemple donc pour vous situer le problème de dépendance. D'accord? Donc maintenant, donc vous pouvez imaginer que chaque mot, c'est un vecteur. D'accord? C'est pas un indice, mais c'est un vecteur. Prenons par exemple, et vous allez remarquer quoi? Donc par exemple, au lieu de faire par exemple, je, un texte, je comprends par exemple le cours de NLP, d'accord? Donc ici, c'est la sortie de sentiment ici, il est positif, n'est-ce pas? D'accord? Donc comment on peut transformer? Donc pour moi, ce texte-là, c'est de l'entrée. Il contient quoi? Il contient un oméga 1, je vais considérer jeu oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga 4, oméga 5, oméga 6 et oméga 7. D'accord? Chaque oméga i, je vais considérer appartient à un espace de R2. Vous suivrez. Donc votre texte que je vais noter texte 1, donc c'est le contexte si je considère cette situation-là. Donc ça veut dire que je peux faire la somme de oméga 1 jusqu'à oméga 7. Avec la somme, donc qu'est-ce que j'obtiens? Un vecteur de deux dimensions. Ça marche? Supposons maintenant texte 2, d'accord?
Donc le cours NLP de je comprends. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Si on passe de... Donc c'est les mêmes mots, d'accord? Donc le changement, donc c'est l'ordre. C'est l'ordre de la séquence. Mais le texte 2, il contient même information de texte 1. Donc si je convertis le texte 2 par le contexte moyen, donc je vais considérer normalement c'est quoi le? Donc c'est oméga 3. D'accord? Cours, c'est oméga 4. NLP, c'est oméga 6. 2, c'est oméga 5. Et quoi d'autre? Je, c'est oméga 1. Comprend, c'est oméga combien? 2. Donc normalement, les vecteurs ici, la représentation des vecteurs, il vient de quel espace? Là, c'est de l'espace d'Embedin. Ça veut dire que vous avez déjà fait l'Embedin. Donc oméga 1, c'est un vecteur. Se trouve ici, oméga 2 peut être ici, oméga 3, oméga 4 et ainsi de suite. D'accord? Donc je travaille sur deux dimensions. Je vais garder deux dimensions ici. D'accord? Donc dans votre espace d'Embedin, on trouve, on va voir comment écrire. Voilà oméga 1, l'ensemble de 7 vecteurs qu'il existe ici. Donc qu'est-ce que vous remarquez dans la sortie de texte 2? Vous allez obtenir quoi? Supposons après la somme, donc je trouve ici 2, 3, par exemple. C'est la même chose que Oui, c'est de texte la 1. même chose, donc c'est 2, 3. Est-ce qu'il représente la même chose, la réalité? Non. Non. Donc ça veut dire que texte 2, donc le contexte de texte 2 et texte 2, donc il ne faut pas voir le même contexte. Donc généralement, donc il est différent de texte 1. Mais avec cette représentation-là, donc on trouve que les mêmes valeurs. Ça veut dire on doit poser la question ici. D'accord? Donc si on ignore normalement l'ordre de la séquence, d'accord? Donc généralement, donc le contexte aussi, donc le contexte aussi, il est gouverné par l'aspect séquentiel. D'accord? Donc aujourd'hui, donc on va voir, je peux dire, avant de passer les modèles les plus connus, à savoir, donc on va parler après, c'est les RNN, Recurrent Neural Network. On va voir une version améliorée de l'RNN, c'est l'LSTM. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Aussi, une amélioration de l'LSTM, c'est presque la même chose, donc GRU, et ainsi de suite. En arrivant vers la fin,
Voilà qui donne l'évolution de Natural Language Processing. Les transforms, d'accord? Donc les transformers, donc généralement, donc l'aspect, ils ont essayé de voir donc comment l'aspect séquentiel, donc il influence sur la, la compréhension de texte, d'accord? Peut-être, je ne peux pas dire que c'est de l'inverse. Peut-être que si je ne considère pas l'aspect séquentiel dans ce cas-là, donc le modèle de machine, donc si on se base que sur la classification, d'accord? Donc c'est ça, peut-être ça, ça marche. Donc on peut introduire normalement l'ensemble des données représenter un texte par un vecteur dans un modèle de classification. Donc il permet de donner un résultat de classification correct. D'accord? Mais si on veut, l'objectif après, c'est quoi? C'est de l'IA génératif. Est-ce qu'on peut générer? D'accord? C'est quoi? Donc, à partir d'un texte donné, d'accord? Donc, ça dépend de l'application. Mais généralement, un modèle de langage, donc c'est quoi un modèle de langage? Généralement, donc on peut voir, donc si je donne par exemple une séquence oméga 1 jusqu'à oméga, par exemple, t, la question qui se pose, est-ce qu'on peut générer le mot suivant, ça veut dire compléter la phrase, donc générer t plus 1. Donc pour générer t plus 1, donc en se basant normalement sur un modèle dans le premier chapitre, normalement nous avons déjà parlé de modèle de langage. Donc c'est quoi un modèle de langage? Donc on peut prédire oméga t plus 1, sachant que on a oméga 1 jusqu'à oméga t. Est-ce que vous suivrez? Si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez m'arrêter et poser des questions à n'importe quel instant. D'accord? Donc ça veut dire que à la base de ça, de cette probabilité, puisque la probabilité est conditionnelle, d'accord? Donc pour générer, donc il faut voir que cette probabilité elle est maximale. Donc vous avez déjà une séquence, vous avez déjà dans l'espace de d'Ambidine une infinité de words, d'accord? Alors on peut calculer la probabilité de chaque word ici, est-ce qu'il va suivre la séquence suivante. Donc si on ignore le comportement de la séquence, donc automatiquement je ne peux pas générer cette, le mot suivant. D'accord? Donc on va aujourd'hui, donc on va voir un modèle de base. C'est le modèle HMM pour voir avec une application, on va faire une application, plusieurs applications vers la fin. Donc je vais faire une application. Je demande je vais partager avec vous l'autre application, mais l'objectif c'est de comprendre le modèle de ce qu'on appelle le modèle de HMM. C'est quoi HMM? C'est le Hayden Markov Model. D'accord? Donc, c'est quoi un HMM? Voilà, donc l'objectif, donc le Hayden Markov Model, donc l'application dans le NLP. Donc, je vais démarrer donc par cet exemple-là. D'accord? Donc, cet exemple, vous verrez que l'information observable, d'accord? Donc, c'est pas suffisant donc pour comprendre la complexité de phénomènes. D'accord?
Donc, lorsque je dis c'est pas suffisant, normalement, si vous observez un texte, donc le texte, c'est une séquence de vecteurs observés jusqu'à t, mais chaque séquence, peut-être qu'il existe une information ou bien des informations cachées. C'est pour cela qu'on dit hidden. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire des informations cachées? Ça veut dire que à partir de l'observation directe, je peux pas voir je peux pas voir exactement qu'est-ce qui se passe dans la data ou bien dans le phénomène. Donc ici, vous avez déjà vu donc le concept de deep learning. Oui ou non? Oui, monsieur. Deep, qu'est-ce que ça veut dire deep? C'est profond. Le profond, ça veut dire que il faut voir en profondeur dans la data. Normalement, dans la data, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que le XI, X1 jusqu'à Xn. D'accord? C'est de l'entrée de modèle. À partir de l'entrée de modèle, donc on peut faire plusieurs transformations. Linéaire, non linéaire, linéaire, non linéaire, non linéaire. Donc automatiquement, cet ensemble de transformations, qu'est-ce qu'on fait par cet ensemble de transformations avec des différentes matrices? Donc ça veut dire que l'espace ici des données observables, je peux voir une information à partir de l'ensemble des données observables dans un nouveau espace, peut-être de dimension réduite, peut-être que de dimension grande. Donc ça veut dire une nouvelle représentation de la représentation de départ. De telle sorte vers la fin, donc on peut voir en profondeur. Donc on peut passer en profondeur normalement pour visualiser qu'est-ce qui se passe dans l'espace d'entrée. D'accord? Donc c'est pour cela on peut dire c'est le deep. Genre, il n'existe pas, je passe pas directement de l'espace d'entrée vers l'espace de décision, inputs, outputs. Il n'existe pas une relation directe. Donc il existe plusieurs états cachés. On va parler de l'état caché, donc couche cachée qui permet de produire des états cachés. Alors, on va voir dans les modèles de deep learning. Donc, si on utilise par exemple Multilayer Perceptron, donc Multilayer Perceptron, les limites de ce modèle-là, il ne s'adapte pas avec, on ne peut pas dire, il ne s'adapte pas complètement avec les données séquentielles. Il faut voir une préparation de données. Mais on va voir un modèle plus puissant aussi de deep learning, c'est le RNN qui se base sur le multilayer. Donc RNN, c'est un modèle de deep learning. D'accord? Mais l'objectif de cette science, donc si vous comprenez que l'information change, c'est suffisant. Mais comment cette information change? D'accord? Donc je vais vous expliquer. D'accord? Et après, vous pouvez voir donc le détail. Donc, c'est vous poser des questions. D'accord? Alors, ici, donc Ashok pense que le temps fonctionne comme une chaîne de Markov discrète. D'accord? Dans laquelle il n'y a que deux états. Soit il pleut, soit il fait beau. D'accord? Donc les conditions de météorologiques ici ne peuvent pas être observées. Ah voilà. Ça veut dire que je ne peux pas observer directement, par exemple, soit, soit elle pleut, soit elle fait beau. D'accord? Donc chaque jour, voilà donc le problème. Donc il existe une certaine probabilité que Raoul effectue une activité parmi l'ensemble suivant. Soit il va faire le jogging, soit travailler, soit va faire le ménage.
L'ensemble, donc l'information observée ici, c'est quoi? Donc on peut, donc en fonction, donc l'ensemble des activités faites, c'est en fonction de quoi? En fonction de la météorologie. D'accord? Donc, puisque Raoul informe Ashok de ce qu'il a fait, ces informations constituent donc des observations, l'ensemble de systèmes correspondant à un modèle de Markov caché. Donc, un modèle de Markov caché, donc si vous voulez voir ici, donc il est défini par, il est défini par quoi? À partir de l'exemple. Donc, je peux voir deux ensembles. Un ensemble, par exemple, je vais considérer un ensemble E1 et un ensemble E2. D'accord? Dans O1, je vais considérer ce qu'on appelle les états cachés. Je ne peux pas observer directement cet ensemble des états. Donc, dans l'exemple, on a deux états, état 1 et l'état 2. Donc, l'état 1, qu'est-ce que ça veut dire l'état 1? Donc, il représente, donc il pleut. L'état 2, le temps est bon. D'accord? Mais dans un autre ensemble, je peux voir les activités, par exemple, de Ashok. Donc, les activités de Ashok, donc soit du jockey, soit va faire, va passer au travail, soit il va faire le ménage. Mais la condition ici, que observer, voilà, donc observer un élément, par exemple, jockey, elle dépend de quoi? Elle dépend de quoi? Nous avons déjà parlé, elle dépend de temps. D'accord? Donc elle dépend des soit de E1, soit de E2. Ça marche? De telle sorte, si je peux organiser ça, donc je peux observer G, ou bien passer au travail, ou bien faire le ménage. Elle dépend de quoi? Elle dépend de E1 et elle dépend de E2. Donc la dépendance, donc via quoi? Donc via une probabilité. D'accord? Donc on va voir que maintenant, donc vous pouvez utiliser, donc c'est de la probabilité de quoi? Donc d'observer le G, sachant que l'état caché, par exemple E1. Cette probabilité-là, c'est la probabilité d'observer le T, sachant toujours l'état 1. Et la probabilité-là, c'est la probabilité d'observer le M, sachant l'état E1. Donc si on fait la somme de trois probabilités, elle va donner quoi, à votre avis? Monsieur, Normalement 1. Car c'est ça les situations, donc d'observer à partir de l'état E1, donc soit G, soit T, soit M. Donc s'il existe d'autres, donc ça veut dire que toutes les probabilités ici, c'est de la même chose ici. Donc peut-être que je peux observer, je jockey, donc ça veut dire que Raoul va faire le jockey, sachant que l'état E2.
Donc c'est le jokin sachant l'état E2. C'est de la même chose ici. C'est de la même chose ici. D'accord? Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc il existe une communication. Donc vous pouvez voir ici. Donc il existe une communication. Donc si normalement la séquence considérée comme un texte. Donc le texte est observé dans quel espace? Est-ce que E1 ou bien E2? Avant de définir un HMM, c'est quoi un HMM? Donc un HMM, donc c'est de la communication entre l'état E1 et l'état E2. Mais j'aimerais bien voir la traduction selon le texte. Donc le texte, à votre avis, c'est de la réalisation de quel espace des états? Est-ce que E1 ou bien E2? Oui? Allez. Est-ce que j'observe le texte lorsque vous utilisez un texte? Est-ce que vous observez les mots? Considérez le J, c'est oméga 1. Peut-être l'espace de vocabulaire, c'est oméga 2. M, c'est oméga 3. Alors, c'est quoi l'espace observable ici? Est-ce que E1 ou bien E2? C'est E2. C'est E2. Nous avons déjà parlé observer. J, elle dépend. D'accord? Donc, ça veut dire que je peux voir cette séquence-là. Oméga 1, oméga 1, oméga 1, par exemple, oméga 2, oméga 3, oméga 1, oméga 3, oméga 1, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une séquence. Donc, c'est une séquence qui est considérée comme texte. D'accord? Donc, toutes les vocabulaires ici, c'est les mots et les observables. À votre avis, donc généralement, je peux présenter, par exemple, dans un modèle, supposons que ce modèle-là, c'est un réseau de neurones artificiels, où je vais introduire, pour les réseaux de neurones artificiels, je vais introduire oméga 1. C'est quoi oméga 1? C'est un vecteur, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Oui. Oméga 1, c'est... Est-ce que j'observe le oméga 1 dans le texte? J'observe le Oui. oméga 1. Après une transformation de l'information, donc ça veut dire ici, je vais utiliser une couche de neurones. Supposons ça. Ça veut dire qu'on a les pondérations, on a de plus la fonction d'activation. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner comme sortie ici? Une couche de neurones. Chaque neuron, il va donner quoi? Un nouvel vecteur. Voilà. Est-ce que vous observez le nouveau vecteur? Non, c'est Non. caché. Donc c'est caché. Donc ça veut dire ici, soit il va prendre E1, soit il va prendre E2. Peut-être que je vais faire la même chose. Une couche de neurones. Donc il va donner. Je suis en train d'expliquer pourquoi ça, il est considéré observable. Donc, on observe l'information dans cet espace, mais on n'observe pas l'information dans cet espace.
Donc voilà, donc une interprétation de ça. Donc les nombres de neurones, on parle de la couche cachée. Ça veut dire qu'on parle des états cachés. Pourquoi j'explique comme ça? Car après, donc on va voir ce qu'on appelle des états internes. Les états internes, elles portent le contexte de texte ou bien le contexte de mots. D'accord? Ça veut dire que le contexte, est-ce que j'observe le contexte dans la phrase? Non. Non. Donc le contexte, il est caché, mais il est là, il existe ou bien n'existe pas. Donc il existe. Donc puisqu'il existe, dans quel espace existe? Donc peut-être que c'est un vecteur, peut-être c'est un indice, mais il est caché. D'accord? Est-ce que vous comprenez maintenant donc? Je ne vais pas continuer de lire l'exemple, à vous de lire l'exemple pour comprendre. D'accord? Je vais donner donc qu'est-ce que ça veut dire un modèle de machine, de modèle Hayden-Markov modèle. Donc sur cet exemple-là, et après je vais définir donc c'est quoi exactement le modèle de Markov, il est défini par quoi? Donc, c'est un modèle, d'accord, défini par des paramètres. D'accord? Maintenant, on est d'accord qu'il existe deux espaces. Un espace des états cachés et un espace des états observables. Je vais faire ça, c'est caché. Ça, c'est observable. Ça marche? Nous avons déjà fait une relation donc pour observer. Ça, elle dépend de l'état caché. Donc, mais de plus, entre les états cachés, il existe des transitions. Donc, si je considère que on a deux états, aussi, je peux soit rester dans l'état E1 ou bien passer dans l'état E2. Puisqu'il existe deux situations, donc rester dans l'état E1, ça veut dire que je peux voir une probabilité de E1 sachant E1. Passer vers l'état E2 dans la deuxième transition. Donc, je peux voir E2 sachant E1. À votre avis, si je fais la somme des deux, ça donne combien? Dans le 1. Les deux possibilités qui existent, on donne 1. Donc, si on est dans l'état E2, maintenant dans l'état caché E2, donc je peux rester dans l'état E2, sachant E2. Ou bien, je vais passer à l'état E1, sachant E2. Si je fais la somme, ça donne combien? Au C1. Est-ce que vous comprenez? Et après, je vais expliquer comment on peut générer, comment le modèle de Markov caché, donc il génère par exemple un texte. Comment le modèle, on va voir après, comment le modèle de Markov caché, il permet de classifier un texte selon le contexte, selon une information. De plus, c'est de l'information cachée. D'accord? Je vais résumer ça. Donc, alors, la donnée lorsque je dis fait E1 sachant E2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, dans la transition, donc je parle de transition, donc la transition suivante, d'accord? On est dans E1. Je peux voir dans la transition suivante E1. Je peux voir dans la transition suivante E1. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Donc la transition, elle dépend de quoi? Elle dépend de quoi? Du temps ou bien de l'ordre. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes ici. Peut-être que demain, vous êtes ici. Peut-être après-demain, vous êtes ici. D'accord? C'est pas de la même chose. Donc E1, E1, E1. Peut-être que aujourd'hui on est dans l'état E1. Demain, je peux faire une transition vers l'état E2, de rester dans l'état E2 après-demain.
Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? De faire des transitions, des dépendances. Normalement, O2, est-ce qu'elle dépend de E1 dans cette situation-là? Non. Euh, 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 Peut-être oui, peut-être non. Mais avec la condition, ce qu'on appelle l'hypothèse de Markov, ils disent quoi? Donc c'est un modèle sans mémoire. Mais normalement, dans la réalité, elle dépend. Ça veut dire que dans t est égal à 0, vous êtes ici. Donc t est égal à 1, vous êtes ici. Donc t est égal à 2, vous êtes ici. Mais dans le modèle de Markov, puisque la probabilité, elle dépend que, je parle ici, c'est de l'état actuel, ça c'est de l'état c'est de l'état passé. Ou bien le futur, c'est, puisque je vais prédire. Donc le futur, il dépend de quoi? De présent, juste de présent. Parfois, ça, c'est logique. D'accord? Ici, je parle de transition sans mémoire. C'est pour cela, donc, on va voir que le modèle de Markov, donc, c'est une tentative de l'adaptation avec le texte, mais c'est pas meilleur. D'accord? À cause de quoi? À cause de la mémoire. Est-ce que ça marche à ce niveau-là? Oui, monsieur. Donc, je vais résumer. Donc, pour ne pas tarder, donc je vais résumer qu'un modèle de Markov caché, un HMM, elle est définie par trois choses. Je peux parler de cinq, d'accord, cinq uplets. Je vais considérer ce qu'on appelle un espace des états cachés. Il existe état 1 jusqu'à état n. Un espace de vocabulaire observable, c'est oméga 1 jusqu'à oméga par exemple p. Donc ça veut dire que cardinal de V est égal combien? Vous avez que paiement après la tokenisation. Ça marche? Et je vais considérer aussi ce qu'on appelle une matrice de transition. Après, je vais expliquer quoi. Donc, une matrice de transition, qu'est-ce que ça veut dire une matrice de transition? Cette matrice est d'ordre n. Ça veut dire la transition entre les états. Vous avez E1, E2, E3 jusqu'à En. D'accord? Donc, à chaque fois, donc, si on est dans l'état E1, peut-être que je vais rester dans l'état E1, peut-être que je vais passer dans l'état E2, peut-être que je vais passer dans l'état En jusqu'à... Donc, chaque matrice ici, donc c'est une probabilité. Donc, P11 jusqu'à combien? P1N. Ici, PN1 jusqu'à combien? PNN. Je vais faire une interprétation. Donc, si je vais fixer ici le I, et si je considère J, ça c'est P, P et J. Qu'est-ce qu'elle représente P et J? Donc, P et J, c'est la probabilité que dans l'état présent, vous êtes dans, c'est I fixé, c'est dans EI. Et dans l'état futur, vous allez faire une transition à EG. Est-ce qu'il est clair?
Je vais continuer. Si je fais la somme de P et J sur toutes les J, ça veut dire chaque ligne, je vais trouver quoi? Est égal combien? Est égal à 1. Ça veut dire que la somme ici est égale à 1. La somme ici est égale à 1. La somme ici est égale à 1. Ça, c'est clair. Donc, si vous êtes dans l'état EJ, EI, actuellement, soit vous allez ici, soit vous allez toutes les autres états. Donc, il existe toutes les situations. Donc, ça veut dire si je fais la somme de toutes les probabilités ici, elle va donner quoi? Donc, J qui varie. Le I est fixe. Ça veut dire la ligne est fixe. Ça, fixe. C'est le présent. Ça, c'est quoi? Donc, c'est le présent. Ça, c'est quoi? Je vais faire une transition dans le futur. Ça marche? Il existe une autre matrice, la relation, donc c'est ce qu'on appelle la matrice d'émission. Donc, si vous comprenez ce modèle-là, donc lorsqu'on passe d'utiliser le modèle de Deep, donc automatiquement, donc vous allez comprendre en profondeur. C'est pas que de passer. Donc, la matrice, ce qu'on appelle la matrice d'émission. Qu'est-ce que ça veut dire la matrice d'émission? Donc, généralement, donc je parle de si je fixe, elle est notée B, je fixe un I, je vais faire la transition vers l'état. Nous avons déjà parlé, donc je peux observer quoi? VG, sachant que l'état caché EI. D'accord? Donc après, je vais faire un résumé. Donc ici, je parle de P et J de même. Alors, J varie entre quoi et quoi? C'est 1 jusqu'à P. Il varie entre quoi et quoi? C'est pas une matrice carrée. Donc, il varie entre 1 jusqu'à le nombre des états qui existent, donc n. Donc, ça veut dire que je vais voir ici, donc, puisque je parle de B, là, P, car j'utilise P11. Ici, je vais parler de B11, B1, J, B1, P. Ici, BI1 jusqu'à BIP. Ici, c'est BN1. Est-ce que vous suivrez? Oui, monsieur. BNJ. Bon, vous allez comprendre. Je fouche les notations beaucoup, donc après, donc je vais donner une explication. Donc, après la définition. Elle reste quoi? Donc, si je fais la somme de chaque ligne, donc il faut voir, donc si on est dans l'état caché, par exemple EI, on a des probabilités d'observer les vocabulaires. Dans la probabilité d'observer toutes les words ou bien tous les vocabulaires, si je fais la somme, je vais trouver est égal à 1. Est égal à 1, ça veut dire toutes les situations. Il reste la dernière chose, ce qu'on appelle une matrice ou bien vecteur initial. Qu'est-ce que ça veut dire vecteur initial? Donc ici, donc je vais noter P. C'est de la probabilité que vous êtes dans l'état I, dans l'état 1. La probabilité que vous êtes dans l'état 2, jusqu'à la probabilité combien des états cachés que vous êtes dans l'état. Donc chaque PI
qu'est-ce que ça veut dire PI? C'est de la probabilité que vous êtes dans l'état EI. Donc avec les quatre uplets ici, donc je peux définir mon modèle de macro. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. D'accord. La représentation, donc je vais vous donner un exemple. L'exemple, revenons vers l'exemple précédent. Donc ça, c'est le cas général. Un exemple pour bien comprendre. Donc si je considère l'espace des états cachés, par exemple E1, E2, je considère l'espace de vocabulaire, supposons qu'avec trois mots, vous allez construire plusieurs textes. Donc plusieurs textes, donc ça veut dire ici, donc ça dépend de la longueur de texte. Oui ou non? Oméga 1, oméga 2, oméga 3. Je peux voir cette représentation. Voilà E1 dans l'espace des états cachés. Dans l'espace des états cachés, je peux faire les transitions. Ça, c'est de la matrice P. Alors, la matrice P de quelle taille? De taille de 2. C'est P1, 1, P1, 2, P2, 1, P2, 2. Donc, je vais réexpliquer. Donc, P1, 1, qu'est-ce que ça veut dire P1, 1? C'est de la probabilité. Dans le futur, vous êtes dans l'état 1, sachant que dans le présent, vous êtes dans l'état 2. Donc, dans l'état 1. Donc, vous pouvez, donc P2, 1, ça veut dire que vous allez faire une transition de E2 dans l'état E1 et ainsi de suite. Donc, P2, 1, ça veut dire que la probabilité que vous allez faire une transition de l'état E1, vous êtes dans le présent dans l'état E2. La probabilité de 2, c'est E2, sachant que déjà vous êtes dans l'état présent de E2. Ça marche? À partir de ça, je peux définir la probabilité de B. Probabilité de B, qu'est-ce qu'elle porte? Ce sont des probabilités en relation avec quoi? Avec soit oméga 1, soit oméga 2, soit oméga 3, l'espace des observations. Donc l'espace des observations, je vais changer la couleur. D'accord? Donc vous pouvez observer oméga 1, sachant que vous êtes dans l'état 1. Ça, c'est B. C'est quoi ça? C'est B 1, 1. Ou bien vous observez oméga 2. C'est B quoi? 1, 2. Ou bien vous observez oméga 3. B1, 3. Nous avons déjà parlé, donc c'est de la somme. Donc c'est B1, 1, B1, 2, donc B1, 3. D'accord? Donc avec B1, 1, c'est quoi? C'est de la probabilité pour observer le oméga 1, sachant que vous êtes dans l'état E1. De même, c'est de la probabilité d'observer, au lieu d'observer oméga 1, donc je peux observer le oméga 2, sachant que toujours on est dans l'état E1. D'accord? Je vais changer en C comme deuxième ligne la couleur. Donc si je passe, on est maintenant dans l'état E2. Soit je vais observer oméga 1, ou bien je vais observer oméga 2, ou bien je vais observer oméga 3. Donc ça veut dire c'est B en orange, c'est B1, c'est B2, 1, B2, 2,
B de 3. La somme de ça est égale à 1 et la somme de ça est égale à 1. Nous avons déjà parlé de quoi d'autre? Les paramètres B et les paramètres P. Nous avons déjà parlé de vecteur initial ou bien on parle de la loi initiale. D'accord? Donc la loi initiale, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque je dis ici, vous pouvez observer le oméga 1, sachant que vous êtes dans quel état? Dans quel état? État E1. Et pour que vous êtes dans l'état E1, avec quelle probabilité? Oui? Donc il existe ce qu'on appelle donc une probabilité initiale. Oui ou non? Pourquoi il ne change pas la couleur? Donc une probabilité, c'est la probabilité de d'observer que vous êtes dans l'état E1. Ou bien la probabilité, il existe combien de situations? Soit vous êtes dans l'état E1, soit vous êtes dans l'état E2. La question qui se pose, c'est comment on peut générer un texte. Donc pour générer un texte en relation avec le modèle de Markov, est-ce que vous pouvez observer directement oméga 1? Je parle d'un générateur. Générer un texte. Donc un texte, donc pour générer un texte, je vais utiliser quel espace? Oui? Quel espace? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, monsieur. Les autres. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, quel espace donc pour générer un texte? Est-ce que V ou bien C? C'est V. Normalement, c'est les Word. C'est V. C'est pour cela que j'ai noté oméga 1, oméga 2. Peut-être dans le cours, donc c'est pas noté oméga 1, oméga 2. D'accord? Mais pour générer, donc c'est quoi? Comment le comportement de modèle elle fonctionne? Donc normalement, pour passer à V, donc il faut voir quoi? Une information L'état. sur l'état caché. Oui ou non? Oui. Pourquoi un état caché? Car la loi initiale, donc elle dépend de quoi? La loi initiale, elle dépend de, elle dépend de l'état caché. Dans quel état caché vous allez démarrer le process? Donc supposons que vous êtes dans E1. Alors, dans l'instant t est égal à 1, avant de faire une transition, donc par une probabilité par P, vous pouvez observer soit oméga 1, soit oméga 2, soit oméga 3. Oui ou non?
Je répète. Supposons que à l'instant t est égal à 1. Vous allez démarrer, comme la loi de probabilité, la loi initiale, puis, par exemple, je vais prendre 1, 0. 1, 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la probabilité que vous êtes dans l'état 1 est égale à 1. Et la probabilité que vous êtes dans l'état 2 est égale à 0. Ça veut dire que certainement vous êtes dans quel état? Si je C'est considère l'état. la loi, donc E1, ça veut dire que vous allez démarrer par E1. Est-ce que vous pouvez observer l'espace de vocabulaire à partir de E1? Voilà, c'est Non. E1. Hein? Oui ou non? Voilà, c'est oméga 1, voilà, c'est oméga 2, voilà, c'est oméga 3. Oui, on peut observer. Lorsque je dis qu'on peut observer oméga 1, avec quelle probabilité? B de 1, 1. Je peux observer oméga 2 avec quelle probabilité? B de 1, 2. Je peux observer le oméga 3 avec... Supposons que le oméga 3 de 1, 3 est supérieur strictement à B de oméga 1, 2 et supérieur strictement de B de oméga 1, 1. Donc vous allez, si j'utilise la probabilité maximale, ça veut dire vous allez observer quel vocabulaire? B1. B1, ça veut dire oméga 3. À partir de E1, est-ce que je peux faire une transition? D'abord, maintenant, j'ai observé le oméga 3. L'instant t est égal à 1. Est-ce que je peux passer à l'instant t est égal à 2? Ça, c'est t est égal à 1. À l'instant t est égal à 2. Est-ce que je peux passer directement? Non. Pourquoi? Car la probabilité de transition, donc la relation entre les états cachés elle-même. Oui ou non? Donc vous êtes donc l'état E1, soit vous allez rester dans E1, soit vous allez passer vers E2. Donc si on suppose que la probabilité de rester dans E1, dans la transition, toujours E1. Donc vous allez observer quoi? À l'instant t est égal à 2, vous allez observer aussi oméga 3. Je peux passer à E2 par une transition. Ça, c'est la probabilité. C'est P, c'est P. Ça, je vais rester par P11. Soit ça, je vais passer avec P de 1. D'accord? Ou bien P12, c'est pas donc P12. Le futur 1, c'est le présent. Le futur, c'est 2. De même pour O2, je peux observer, supposons que vous observez oméga 1. Vous pouvez faire une troisième. Je suis en train de faire quoi? De passer à E1. Observer par exemple oméga 2. De passer à E3, à E1. De rester à E1. Observer oméga 3. Vers la fin, donc qu'est-ce que vous observez? Vous créez quoi ici? Vous allez créer quoi? Un texte observable. Oui ou non? Je vais vous donner un exemple concret pour bien comprendre. Donc, si vous allez... Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Avant de passer
vers l'exemple, ce qu'on appelle l'exemple de... C'est un exemple grammatical, the part of speech. Vous essayez de lire ça, donc c'est pas la peine. Plein de maths, mais... Donc c'est quoi le problème de part of speech tagging? C'est un problème très très connu. Est-ce que je peux voir dans la génération de texte, est-ce que je peux voir je, je, je comprends comme ça. Oméga 1, oméga 1, oméga 1, par exemple, oméga 2. Est-ce qu'elle est logique, cette construction de la phrase? Oui? Non, c'est... Oui? Ou Non, monsieur. bien une autre construction. Je, de, le, cours. Est-ce qu'il est logique de faire cette construction? Soit ce texte-là, soit ce texte-là. À votre avis? Non, Non. Et pourquoi? Normalement, je dans l'espace des BD et 2 dans l'espace des vides et le dans l'espace des vides, le cours dans l'espace des vides. Ça veut dire si je fais par exemple le choix aléatoire, peut-être que je tombe dans l'instant t est égal à 1 jeu, dans l'instant t est égal à 2. C'est un choix aléatoire. Par exemple dans cette construction. Donc qu'est-ce qu'il nous a donné donc pour dire que cette construction, donc peut-être c'est impossible. Peut-être, je parle que peut-être, car l'ordinateur donc maintenant donc il comprend, mais il comprend après l'entraînement. Automatiquement, il existe une information cachée ou bien non? Qui dit ça? Hein? Donc pour voir impossible de trouver cette séquence-là, donc ça veut dire que automatiquement, il existe une information cachée qu'on ne peut pas voir une transition donc impossible de cette situation-là. Donc normalement je, donc c'est un pronoïaque. Aussi 2 c'est un pronom. Ça veut dire que pronom, je ne vais pas faire une transition vers pronom donc pour générer un word. Donc ça veut dire que cette probabilité de transition est égale combien? Donc si on veut pas voir cette situation. Donc cette probabilité de transition est égale à quoi? C'est égal à 0. Est égale à 0. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire... Ça veut dire que cette information de la construction de la phrase, elle vient de ce qu'on appelle, donc c'est un ensemble de tagging ici. C'est de l'aspect, donc vous pouvez lire ici, donc le marquage des parties de discours. Donc c'est une partie très utile dans le pré-traitement de texte. Donc cette partie de marquage de discours, donc c'est ce qu'on appelle une application de part of speech tagging. Donc implicitement, dans les modèles de LLM, ou bien des modèles de machine learning, donc ils ont traité ce problème-là.
Donc, ils ont traité ce problème-là. Donc, pour avoir une construction d'une phrase correcte. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux voir donc cette situation-là, donc je peux voir une estimation des probabilités, d'accord, à la base de plusieurs phrases dans le corpus. Donc si j'observe ça, donc je peux construire donc la matrice de A et la matrice de B et la matrice de P, donc de telle sorte que si je veux générer à partir d'un HMM, je ne vais pas commettre cette erreur. Donc, c'est l'ensemble des paramètres ici sont des meilleurs, des bons paramètres. Ça veut dire que je ne peux pas générer je et je après et après 2. La transition, la communication entre je et je, il n'existe pas une communication directe. Mais il existe une information cachée que je est associé à une part, à ce qu'on appelle une tag, le tag 1. Le tag 1, donc c'est appartient à l'espace des états cachés. D'accord? De même ici, donc pour voir, donc ça veut dire, j'ai dit que devoir de rester. Donc si vous observez je dans un instant, peut-être que normalement, après je vais observer quoi? Je vais générer quoi? Donc c'est le tag 1, il est considéré comme, par exemple, pronom. D'accord? Après pronom, qu'est-ce qu'on va trouver? Supposons que je génère je. Je vais trouver un verbe. Donc ça veut dire que cette transition avec une probabilité maximale. D'accord? Après verbe, peut-être que je vais trouver un complément. Et ainsi de suite. Donc à la base de cette information cachée, je peux construire une phrase correcte. J'espère que vous avez euh, compris, bien compris cette application. Je vais partager avec vous le code et vous essayez de voir, de voir exactement. Donc c'est le deuxième atelier. Donc c'est le je ne vais pas entrer, donc pour le HMM, je ne vais pas entrer dans le détail car euh, je peux utiliser un HM1 pour la classification, donc l'analyse de sentiments et ainsi de suite. D'accord? Donc je peux voir un HMM donc pour différentes situations. D'accord? Donc il permet de voir correctement la modélisation. Je parle de la modélisation séquentielle, car au séquentiel, dans le Natural Language Processing. Car un texte, donc pour modéliser un texte, automatiquement, donc je peux voir une information donc sur un espace des états cachés. Peut-être que c'est les taggings, donc pour aider de générer un meilleur texte. D'accord? Donc vous pouvez voir ici, donc vous verrez l'écran, donc pour expliquer un petit peu ce problème-là. Ça marche? Oui, monsieur. Très bien. Donc on va travailler donc ce qu'on appelle le corpus
donc sur une base de données JBank, d'accord, qui se trouve dans la bibliothèque de Natural Language Processing, donc NLTK, d'accord. Alors, on peut importer ce qu'on appelle Universal Tag, toutes les tags qui existent, d'accord, dans une langue. Et après, donc on peut lire les phrases et voilà notre base de données. Elle porte, donc je peux par exemple observer la data 0. Donc data 0. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Chaque entrée observée, PR, donc c'est un nom. Winkin, c'est un nom. Aussi, toutes les ponctuations, donc je veux considérer comme point. Ça, c'est un numéro, noun, old adjective, virgule, point, et ainsi de suite. Point, c'est un point. Ça marche? Oui, monsieur. Très bien. Ça veut dire que dans le texte, on observe quoi? On observe Pierre, on observe Virgule, on observe virgule. Voilà le texte. Soit ça peut être constitué une adresse, d'accord? Yes, old, virgule, will, join, de, et ainsi de suite. Ça marche? Alors ici, après l'étiquetage, donc on peut voir, entraîner par exemple notre modèle de parcours. Alors je vais faire un data split ici, donc pour partitionner la data dans le cas de 80% pour le train data d'apprentissage, 20% pour data de texte. Donc je vais créer une liste de train et de texte. Donc voilà, chaque donc la liste de train, donc c'est presque supérieur à 81 000. Elle reste presque 20 000 dans le texte. Très bien. Je peux voir ici toutes les tags qu'il existe. Alors, il existe combien de tags? Vous avez 12, soit le X. X, ça veut dire quelque chose à part ça, à part déterminant. PRT, je ne sais pas exactement, il s'agit de quoi? Le noun, pronom, point, adverbe, ADP, adverbe, conjonction, adjectif, numéro et verbe. D'accord? À partir de, je peux construire la probabilité d'émission qui se trouve dans cette texte. Donc la probabilité d'émission, donc il faut voir toutes les tag list, d'accord? Donc c'est pair 1 est égal à tag. Je vais trouver, donc c'est quoi le mot suivant, d'accord? Donc généralement, donc c'est, je vais faire un contour, d'accord? De telle sorte que ici, ça c'est de la probabilité d'émission, je pas, c'est pas la probabilité de transition. Donc probabilité d'émission, donc vers la fin, donc je vais vous donner par exemple le R, c'est un automatiquement R, donc c'est un verbe. Donc ça veut dire que la probabilité de voir R, un verbe, donc c'est est égal à quoi? De le texte, c'est la fréquence de trouver que dans cette situation-là. Donc il faut voir toutes les
les verbes associés à art. Ça veut dire à répéter combien de fois dans le texte. Donc répéter dans le corpus 301 sur toutes les verbes qui existent dans le corpus. Donc vous avez 10 000 verbes dans le corpus. Donc la probabilité de fréquence ici, c'est 301 sur cette valeur-là. D'accord? Donc pour voir la probabilité d'émission, vous pouvez changer ici. Donc ça veut dire si je considère par exemple 2. D'observer 2 comme un verbe. Je vais refaire l'exécution. Donc il faut assimiler ça. L'espace de vocabulaire et la probabilité, calculer la probabilité d'émission. La probabilité d'émission, donc il permet de voir, calculer toutes les. Si je donne un word, d'accord, je vais voir le tag associé à ce word-là et combien de fois est répété donc ce word donc sur la totalité de verbes. Donc je vais changer le R par 2 et après vous allez remarquer la différence. Qu'est-ce que vous remarquez? La probabilité d'émission d'observer 2 pour l'état caché verbe est égale à quoi? Est égal à 0. Est égale à 0. Donc ça veut dire que implicitement, donc si à un certain temps, implicitement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si à un certain instant dans la phrase que vous êtes dans l'état verbe, impossible de générer de. Pourquoi? Car cette probabilité est égale combien? C'est 0. Impossible d'observer. Je dis impossible de générer ou bien d'observer. C'est ça ce qu'on observer. D'accord? Ça marche? Donc cette situation n'existe pas. Mais dans cette situation, une situation que je trouve, est-ce que je peux générer le art? Oui. Après le art, je vais voir quel état caché je vais faire la transition. Donc pour faire la transition, peut-être ici que je peux trouver you. Donc pour observer le you, automatiquement il faut voir faire une transition vers quoi? Vers un état euh, vers un état caché. Donc un état caché, donc ça veut dire il faut voir calculer la probabilité de transition. Donc la probabilité de transition, donc il suffit de lire, donc il faut voir le compte T1 et le T2 après T1. Ça veut dire il faut voir toutes les index donc sur le range. Donc if T tag index est égal T1, un tag index plus 1
est égal T2, je vais compter, je vais considérer cette situation. Après, je vais faire ce contour-là sur le contour de que vous êtes dans la situation de présent. Donc, supposons que T1 c'est un non, d'accord? Donc, je vais calculer. Après, je vais vous donner une affichage de la construction de la matrice de transition. La matrice de transition, de quelle taille dans cette situation? Combien des états cachés existent? C'est l'espace des tags. Espace des tags, combien de tags? C'est égal à 12. Alors, vous avez que 12 états cachés qui permettent de générer donc une matrice de probabilité. Donc, la probabilité de quoi? Que vous êtes dans 1 et vous allez passer de 1. Même si point, point, peut-être que dans le texte, je vais voir deux points successifs. Deux points successifs, donc c'est pas logique, mais la probabilité est égale ici à 0. Donc peut-être que je vais... Donc si je trouve un point, donc c'est quoi la probabilité maximale de passer vers un autre état caché, à votre avis? Normalement, si je fais la somme de ça, donc il faut donner est égal à C'est 1. égal à 1. Voilà. Donc il faut vérifier. Mais c'est quoi la probabilité maximale ici? Qu'est-ce que vous remarquez? Après point, toujours on trouve quoi? Dans cette situation, donc on trouve que la probabilité maximale C'est un non. associée à noun. D'accord? Donc je ne vais pas commencer par un verbe. Ou de plus ou bien un déterminant. Car de, on peut trouver de beaucoup. Les autres, donc si on fait un choix aléatoire d'argmax probabilité, donc après point, donc je vais commencer par noun. Donc je vais commencer par noun, ça veut dire que dans l'état caché, c'est noun, je vais observer, par exemple, de. Peut-être que je vais trouver, mais la probabilité est très 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 petite. 1 sur 23 000 noms qui se trouvent dans la base de données. Est-ce que vous comprenez la construction? Donc vous essayez de voir, de revoir ça, d'accord? Bon, après, donc je vais expliquer d'une manière détaillée. Donc comment ça, je vais utiliser ça donc pour faire ce qu'on appelle la classification. Mais vous pouvez voir aussi, je vais partager avec vous ce code-là. Et vous pouvez voir aussi donc comment on peut appliquer un modèle de HMM pour générer un texte. Ça veut dire c'est l'IA génératif. D'accord? Donc l'IA générative. Donc on peut utiliser un HMM pour, j'ai déjà expliqué, pour générer un texte. D'accord? Après une base, un corpus, donc le corpus, c'est, je peux utiliser par exemple en se basant sur couple de le texte observé avec le tag associé.
Donc ça, c'est le word i observé. Donc ça, c'est de l'état caché, le tag observé. D'accord? Donc à partir de ce corpus-là, donc on peut déterminer la matrice P, on peut déterminer la matrice A ou bien P, c'est de la matrice de transition. D'accord? Et on peut démarrer par une loi initiale où vous verrez qu'est-ce qui se passe. Donc si on connaît l'ensemble des paramètres ici, donc je peux générer un texte. Je ne peux pas dire que un texte, donc je vais vous expliquer la prochaine séance là, donc avant de passer vers le RNN. Aussi un HMM, on peut l'utiliser donc pour faire la traduction. Et c'est pas un modèle recommandé. Donc pour la génération de texte, donc on va voir comment un HMM génère de texte à partir d'un corpus de données. D'accord? Aussi, donc, comment un RNN, elle génère, donc c'est un générateur. Donc, un RNN, c'est une version améliorée de l'HMM. Ça, il est considéré un réseau de neurones artificiels. D'accord? Ça, il est considéré, c'est comme un modèle probabiliste. Mais la base, c'est ça. Et ça, c'est la version sophistiquée de dans les réseaux de neurones artificiels pour générer soit un texte, ou bien pour faire une traduction, ou bien pour faire quelque chose d'autre. D'accord? Merci, monsieur. De rien. J'espère que vous comprenez